Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 15 novembre. 11 entreprises de pompes funèbres sanctionnées par l'autorité polynésienne de la concurrence. Les amendes atteignent plus de 6 millions de francs, mais elles concernent uniquement la crise sanitaire de 2020. Le commerce de la viande de chèvre autorisé dans les restaurants, les repas associatifs ou entre particuliers, mais pas encore dans les cantines scolaires. Une quarantaine de chasseurs seront formés par les services du pays. Il est l'un des rares ultramarins à siéger au Parlement européen. Éric Minardi a fait savoir aux acteurs politiques locaux qu'il soutiendrait les dossiers polynésiens dans les instances nationales et européennes. Nous ferons le point avec lui. Le représentant du Rassemblement national en Polynésie et député européen est notre invité ce soir. Enfin, nous reviendrons sur le Festival des Australes avec le spectacle de la délégation de Rurutu. Le thème de la rencontre a été illustré par la légende d'un guerrier épris de la jeune Hina. Lors de la crise Covid de 2020, elles se sont entendues sur un tarif empêchant la libre concurrence. 11 entreprises de pompes funèbres ont été sanctionnées par l'autorité polynésienne de la concurrence. Les amendes s'élèvent au total à plus de 6 millions de francs pacifiques. Une hausse des prix qui a par ailleurs affecté les familles endeuillées. On voit cela avec Ayata Tarahu et Marcel Bonneau. Heiani et sa famille ont supporté le décès de 3 de leurs membres, leur père, leur mère et leur frère. À l'instar de ce dernier, ils ont dû mettre la main à la poche 2 fois en l'espace de 2 semaines. Le prix et tout, ça a été vraiment secondaire. Nous, ce qu'on cherchait, c'est que on les prenne bien en charge et que tout se passe bien. C'était surtout ça. Les sociétés de pompes funèbres auraient-elles profité de la vulnérabilité des familles endeuillées en surfacturant leurs prestations durant la pandémie ? Une surestimation volontaire et en toute conscience selon le rapport de l'autorité polynésienne de la concurrence, pour un chiffre d'affaires s'élevant à plus de 9 millions de francs pacifiques pour la plus grosse entreprise du marché, réalisée en 3 mois. C'est important de rappeler que les entreprises sont libres de répercuter les hausses de coûts éventuelles liées à la crise sanitaire sur leurs propres tarifs de manière individuelle. Par contre, ça ne justifie en rien le fait de se mettre ensemble et d'établir des tarifs en commun. Ces tarifs en commun se sont révélés être plutôt tirés vers le haut et l'ont été donc au détriment des familles endeuillées en situation de particulière vulnérabilité. Pour un décès lié au Covid-19, la prise en charge pouvait s'élever à plus de 370 000 francs pacifiques contre 234 000 hors crise sanitaire. Les sociétés affirment que cette hausse était nécessaire pour faire face aux dépenses supplémentaires. L'une d'elles se défend de tout profit. C'est vraiment faux parce que les frais funéraires, tout dépend des familles, c'est les familles qui choisissent. Mais par rapport à l'épidémie Covid, il y avait des suppléments qui concernent la sécurité et la contagiosité des décès, il y a tout ceci, mais que la CPS a pris en charge. Mais c'est quoi? C'est 30 000 en supplément des factures normales. Des prestations prises en charge par la CPS sous condition pour une enveloppe maximum de 80 000 francs pour les enfants et 150 000 francs pour les adultes. Concernant les tarifs appliqués pendant la vague Delta, durant laquelle 636 Polynésiens ont perdu la vie, on ne peut que compter sur la bonne foi des professionnels. Et vous pouvez retrouver le détail des amendes de l'autorité polynésienne de la concurrence sur leur site internet. Une affaire de séquestration sur fond de trafic d'ice devait être jugée aujourd'hui. Le procès est finalement reporté à février 2023. Faute d'avocats, 8 prévenus sont poursuivis pour enlèvement, séquestration, vol aggravé et trafic de stupéfiants. Les faits présumés remontent à janvier 2020. Pour se venger d'une transaction qui avait mal tourné et après s'être rendu compte qu'elles avaient acheté en fait de l'acide citrique, 6 personnes auraient retenu la petite amie d'un des vendeurs de fausses méthamphétamines dans l'attente d'être remboursées. Et puis à Paris, le procès pour trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Australie touche à sa fin. 10 prévenus sont jugés depuis bientôt 4 semaines. Des peines de 7 à 20 ans de prison et une lourde sanction financière ont été requises. L'enquête avait été ouverte après l'arraisonnement de 3 voiliers chargés de plusieurs centaines de kilos de cocaïne en Polynésie.
Des pratiques mieux encadrées pour commercialiser la viande de chèvre. Des dizaines de familles en vivent aux Marquises. Le gouvernement a décidé d'autoriser la vente de cette viande de gibier dans les restaurants sous certaines conditions. Le dispositif assure la traçabilité des viandes du chasseur jusqu'au consommateur selon les services vétérinaires du pays. Une quarantaine de producteurs sont formés. Pas de chèvres dans les cantines scolaires ni les centres médicaux éducatifs pour l'instant. Natacha Silagi, Nicolas Suire et nos correspondants aux Marquises. Plus d'échappatoire pour la chèvre de Monsieur Seguin. La viande marquisienne de gibier ne se mangera plus seulement en famille, mais aussi au restaurant. À Wapo, où la chambre froide tourne à plein régime, et les carcasses sont inspectées par des chasseurs habilités qui ont été formés pour que les règles d'hygiène de base soient respectées, même si les nouvelles normes ne font pas l'unanimité. C'est sûr qu'à Wapo, il y a peut-être une dizaine qui veut travailler avec ce qu'on a été formé. Mais par contre, les autres, je ne vois pas. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui sont contre ce projet-là. Mais nous, on a été formés. On s'est dit que c'est mieux. À Nukuhiva, ce sont 200 carcasses de chèvres qui sont exportées chaque mois vers Tahiti. Une vingtaine de chasseurs au total. Un peu déçus de la décision du gouvernement de ne pas ouvrir la commercialisation aux cantines scolaires et aux centres médico-sociaux. Et s'ils nous embêtent avec tous ces normes-là, il y a une énorme demande du côté de Tahiti et ils en ont besoin de la chèvre et ça fait vivre pas mal de familles grâce à cette viande de chasse. Et puis il y a les chasseurs qui ne s'intéressent pas du tout à la mise sur le marché commercial de leurs marchandises. En premier, c'est pour nourrir la famille. Ensuite, on partage pour les amis, les copains aussi. Si on en a trop, on vend. On vend à des particuliers, sinon on vend sur Tahiti. Il y a toujours des commandes. Des mesures transitoires pour permettre la distribution dans les îles en attendant l'ouverture d'établissements de traitement du gibier avec attestation officielle de la salubrité des viandes par un vétérinaire. On ouvre la possibilité de manière réglementaire de mettre sur le marché ces denrées pour permettre aux familles de chasseurs qui vivent aux Marquises de cette activité d'obtenir des revenus de cette activité tout en étant une activité contrôlée et bornée pour assurer la protection du consommateur. 45 tonnes de viande de chèvre, c'est ce que représente le marché actuel selon le gouvernement. Désormais, les restaurants pourront se faire livrer grâce à la traçabilité. Les cantines scolaires, ce sera pour l'an prochain. Le député européen Éric Minardi, sollicité par le pays pour faire avancer les dossiers polynésiens au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. La réforme de la fonction publique communale, la continuité territoriale, l'aide aux populations après les inondations. Autant de dossiers que le représentant du Rassemblement national en Polynésie a soutenu ou compte soutenir. On en parle ensemble tout de suite. Bonsoir Éric Minardi. Vous êtes depuis 4 mois maintenant député européen dans le groupe Identité et Démocratie. Les autorités du pays vous ont pris au mot. Vous leur avez proposé votre soutien. Concrètement, quels sont les dossiers que vous avez appuyés depuis votre prise de fonction? Bonsoir Cybèle et merci pour votre invitation. Je voudrais avant tout avoir une pensée pour les familles endeuillées de la Papineau et leur dire que nous sommes solidaires de ce drame terrible. Voilà, et que Dieu les protège et les garde. En ce qui concerne, disons aujourd'hui, les dossiers que j'ai pu porter à l'Union européenne, il y a 2 dossiers qui ont avancé. Le premier, donc, c'est l'eau en Polynésie française, puisque des fonds vont être débloqués pour que les communes qui ont des difficultés à avoir de l'eau potable donc, soient financées. C'est une nouveauté ou ces fonds étaient déjà inscrits Non, c'est une nouveauté. C'est un courrier. Je vous l'ai envoyé, d'ailleurs, le courrier. Je l'ai envoyé aussi à Jean-Christophe Bouissou, puisque notre vice-président m'avait écrit un courrier au sujet. Oui, vous a sollicité pour, il m'a sollicité le pour gouvernement, avoir votre appui. Je dois d'ailleurs dire que dans l'ensemble, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les députés du Tavini ou que ce soit donc les 2 sénateurs et le sénateur et la sénatrice, tout le monde collabore et essaye de travailler, disons, ensemble, et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Concernant donc l'Union européenne, il est vrai que c'est une grosse machine, que l'administration est très lourde. On se plaint de l'administration française, mais je peux vous dire que l'administration européenne est très lourde. Mais j'ai bon espoir de débloquer certains dossiers sur l'agriculture. Notre grand projet, c'est l'Université internationale de la mer. Donc, nous le portons déjà depuis 2007.
Donc c'est un dossier sur lequel je travaille avec quelques personnes d'ici que je porterai donc au Parlement européen. Et en ce qui concerne, disons, les autres dossiers, c'est l'énergie, bien sûr, puisqu'il nous faudrait quand même être un peu plus indépendant énergétiquement. Oui, vous faites d'ailleurs partie de plusieurs commissions. Oui, je fais partie de la commission budget qui réunit donc l'ensemble de toutes les dépenses de l'Union européenne, c'est-à-dire 183 milliards d'euros, c'est énorme, et je fais partie de la commission régie, qui s'appelle région, dans lequel il y a l'agriculture, l'énergie, etc. Nous faisons partie des PTOM, Pays et Territoires d'Outre-mer. Est-ce que, selon vous, nous utilisons toutes les aides offertes par l'Europe? Non. En fait, le fait d'être PTOM nous met un peu de côté. Les territoires d'outre-mer, les autres RUP, donc, ont bénéficié de beaucoup plus de fonds. Quand on est un département, par exemple, je prends la Réunion, je prends les Antilles, la Guyane, ils bénéficient de beaucoup plus de fonds. Nous avons le FED ici, et l'Union européenne considère que, en gros, c'est à la France de... Le Fonds européen de développement qui est en train de changer de nom, il me semble. Fonds européen de développement, oui, en effet, qui est en train de changer. Mais donc, par contre, les fonds de l'Union européenne, en fait, l'Union européenne ne connaît pas bien la Polynésie française. Il faut faire du lobbying, il faut aller voir. Ça fait partie de mes prérogatives. De vos ambitions. Alors, beaucoup de remous à l'Assemblée nationale dans les rangs du RN. Le député Grégoire de Fournas exclu de l'hémicycle pour des propos jugés racistes. Vous vous reconnaissez dans ce genre d'invective? Donc déjà, je pense que c'est une erreur, mais il n'a pas été jugé pour racisme, il a été jugé pour trouble à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on voit les députés de la NUPES se comporter à l'Assemblée nationale, je trouve franchement, disons, scandaleux que de Fournas ait été condamné de cette façon. Et je m'adresse d'ailleurs aux chrétiens qui votent pour la gauche en général, et l'extrême gauche. Je vais vous donner un exemple. Il y a 15 jours, nous avons été sollicités par la Commission européenne pour voter une loi pour que le niqab, c'est la tenue intégrale avec, vous savez, la petite fenêtre, soit autorisé dans l'Union européenne, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Bien entendu, nous sommes opposés. Et lorsque nous sommes opposés, ça n'est pas passé. Et lorsqu'on a vu, disons, une quarantaine d'élus de gauche se lever et dire que c'était une atteinte aux droits de la femme, etc., je dis, attention, nous sommes chrétiens et à l'Union européenne aujourd'hui, nous avons quelques problèmes de ce côté-là. Jordan Bardella, élu à la tête du Rassemblement national, il doit venir bientôt à Tahiti en février. Est-ce que sa venue est en relation avec les territoriales? Est-ce que vous allez présenter un candidat? Non. Alors, un candidat, oui, bien sûr. Nous sommes sur une plateforme à l'heure actuelle. Je trouve d'ailleurs que ça ne bouge pas beaucoup au niveau des territoriales. C'est assez surprenant. Or, peut-être que certains, disons, attendent que les budgets soient votés, ou peut-être que... Mais quoi qu'il en soit, nous présenterons quelqu'un, bien entendu. Mais Jordan Bardella va venir essentiellement pour voir la Polynésie, rencontrer donc certains autorités de Polynésie. Et il ne sera pas seul, puisqu'il y aura, disons, tout un apanage avec lui de députés européens et d'assistants. Voilà, donc il vient au mois de février et on reverra, disons, avec lui les possibilités qu'il y a, mais je pense qu'il passera sur votre plateau, bien sûr. Certainement. Rendez-vous donc à prendre au mois de février. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Elle ne circule déjà presque plus aux caisses des magasins et devrait bientôt totalement disparaître. Les anciennes pièces de monnaie ne seront plus acceptées par les commerçants à partir du 30 novembre. Il vous reste donc 2 semaines pour les dépenser, les échanger à la banque ou encore les garder en souvenir. Reportage Lucille Guichet et Jacques Damour. Les anciens francs pacifiques résistent. Plus de 70 millions d'anciennes pièces circulent encore dans les porte-monnaies. Pourtant, à partir du 30 novembre, les commerçants pourront les refuser. Dans la rue, les Polynésiens ont une explication, à mi-chemin entre nostalgie et résignation. Un bocal. Quand je rentre à la maison, je prends les totas, je les mets dans le plastique, je les ramène au siège demain, à la Socredo. Il me reste une dizaine de pièces anciennes qui sont dans mon porte-monnaie à la maison et je les utilise pas. Je me suis dit ça va faire des souvenirs. Peut-être dans 10 ans, on va avoir besoin des anciennes pièces pour les collectionner. 50 francs, c'est trop petit, ça en confond avec les 100 francs. Du coup, je préfère les anciennes. La pirogue sur les totas, le mont Rotui, l'arbre à pain et les tikis d'Osado. Pourtant, ces symboles ont déjà presque déserté les caisses des commerçants.
Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu ça. Voilà. Donc, moi, je ne rends pas. Ce que je fais, quand je fais un dépôt à la banque, je dépose mes petites pièces. Voilà, et comme ça, on écoule les anciennes pièces pour venir aux nouvelles. Déjà, il n'y en a vraiment plus. Hein. C'est vraiment rare, si je dois dire. On va dire, en gros, un client sur une semaine paye avec les anciennes pièces. Mais sinon, on en a plus. Plus que 2 semaines pour les dépenser ou les déposer à la banque. Ensuite, elles deviendront un enjeu environnemental et disparaîtront totalement. Elles vont être réexpédiées vers l'Hexagone pour y être fondues et pour y récupérer en fait le métal contenu dans chaque pièce. Et pour ceux qui se sentiraient l'âme d'un collectionneur, le cours légal des anciennes pièces s'éteindra officiellement le 1er janvier 2023. D'ici là, vérifiez bien vos fonds de tiroir. Il pourrait encore y sommeiller une petite somme. Ma'a, c'est le thème surprenant du 22e Salon du Livre qui commence jeudi. Les nourritures du corps et de l'esprit, c'est bien sûr ce qui est suggéré par les organisateurs. Une dizaine d'auteurs océaniens seront présents ainsi que des chefs cuisiniers. Parmi les écrivains invités, Vaité Hitiura, habitante d'Australie mais originaire de Fa'a. Écoutez-la au micro de Nicolas Suer. J'aime les histoires qui nous élèvent, qui donnent de l'espoir, surtout à nos jeunes. Je sais qu'il faut aussi écrire les histoires Hariri. Je sais, il y en a des histoires Hariri. Mais moi, je choisis d'écrire des histoires qui élèvent. Là, je travaille sur mon 4e livre, je ne vais pas dire le titre, mais j'ai dû interviewer beaucoup ma maman, qui, elle, s'est bien racontée, parce que son histoire à elle, c'est une histoire qui est... Alors là, attends que tu vas voir, que tu vas lire. C'est une histoire d'espoir, c'est une histoire de lutte pour sa terre qu'on a volée et qu'elle a reconquise. On va donc recevoir de nombreux invités du Pacifique. On aura Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu et l'Australie avec Célestine Hitiura Vaité qui revient après de nombreuses années sur le territoire. Et on quitte Tahiti pour les Marquises. La 20e édition de la plus importante course à duel de V1 de l'archipel vient de s'achever à Nukuhiva. Un parcours de 25 km, l'ultime étape du championnat. Cette année, la Taika Hano a réuni une quarantaine de rameurs issus uniquement de l'archipel. C'est Teaki Ohotoua de Uapo qui a remporté la course senior devant Poea Hapipi et Salomon Hacha de Nukuhiva. Les rameurs de Wahuka ont particulièrement apprécié ce déplacement. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Marie Curva. C'est important pour nous de venir à la Taikano en vue des préparations des Jeux inter-îles Marquises Nord. Pour nous, c'est important de venir pour voir où est-ce qu'on en est. Hein, après la longue période de non-activité sur le plan de mer. On est resté un peu en sommeil. Enfin, on a entretenu nos entraînements là-bas chez nous à Wahuka. On n'a pas fait de compétition. Et après, on va essayer d'améliorer un peu et de retrouver les habitudes de compétition. Voilà. Retour à présent sur les temps forts du Festival des Australes. Jojutu a ouvert ce grand rendez-vous par un Turamara, une tradition de l'île qui lance les festivités du Heiva à Jojutu chaque année. À Tupuai, la délégation de Jojutu composée de ses musiciens, danseurs et danseuses ont défilé de leur lieu d'hébergement au lieu de manifestation du festival au son des percussions. Jojutu a aussi ouvert les soirées de danse. Le thème, vous le savez, c'était la rencontre. L'île a choisi de raconter l'histoire d'un guerrier qui tombe amoureux d'une jeune fille nommée Hina. Le père du guerrier fait appel à un prêtre pour organiser une cérémonie particulière. Explication Heya Parautokorangi. En coulisses, le Tahua donne ses dernières instructions. À côté, danseurs et danseuses vérifient une dernière fois leur costume ainsi que Hina, son balai à la main, pour repousser son courtisan Tane. Nous sommes très contents, ça fait un moment qu'on attend cette soirée pour aller danser sur scène. Et ce balai, c'est pourquoi? C'est pour taper sur Tane. Chaque île a sa façon justement de faire les choses et chaque île a son histoire, sa langue d'abord. Et c'est cette chose qu'on veut partager justement, la langue, la culture et l'amour de son et nous d'abord. Et c'est parti, nous pouvons faire fléchir celle qu'il courtise. Tane fait appel à son père qui demande au Tahua, le prêtre, une solution. Celui-ci propose d'organiser une cérémonie de Hava pour les femmes, un Hava Vaini.
Le Tahoua fait appel à tous les dieux et convainc la jeune femme d'assister à la cérémonie de Hava en présence de Tani, la rencontre des deux jeunes autour du Hava. C'est ainsi qu'elle se laisse séduire et accepte de s'unir au jeune guerrier Tani. Voilà, je vous rappelle l'information principale de cette édition. 11 entreprises de pompes funèbres ont été sanctionnées par l'autorité polynésienne de la concurrence lors de la crise Covid de 2020. Elles s'étaient entendues sur un tarif empêchant la libre concurrence. Les amendes atteignent plus de 6 millions de francs, mais elles concernent uniquement la période de crise sanitaire de 2020. À la une de votre quotidien demain, Tahiti Info, titre « Pénurie au bloc ». Au programme de votre soirée sur la première, la série documentaire Hard Dreams, puis la série SWAT. Voilà pour les informations de ce mardi 15 novembre. Merci d'avoir suivi cette édition. On se quitte comme hier sur les images de l'opération des artistes d'Onohou à la résidence Vaitavatava. Belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.